Hello, hello everybody, c'est ma pause déj et pendant ma pause déj j'étais en train de scroller un petit peu Twitter comme d'habitude, enfin non pas vraiment parce que je fais pas ça tout le temps, mais là j'étais en train de scroller et je suis tombé sur cet article de Malte qu'ils ont intitulé Étude 2019, le freelancing en France. Et comme cette chaîne YouTube parle en partie de ma vie de freelancer, bah c'est pas si déconnant de faire une petite review de cet article qu'on va pouvoir attaquer ensemble dans les profondeurs de cet article. C'est un reportage de Benjamin Code en direct de son bureau de youtubeur, développeur, slasher, freelancer, etc. On va essayer de voir dans cette étude si elle match pas mal avec ce qu'on vit nous autres les freelancers développeurs, ou alors si c'est un truc un peu plus quand même global pour d'autres types de freelancers, et puis du coup voir un peu à quoi ressemble leur vie éventuellement. Voilà. Il s'agit un peu de se comparer aux autres pour une fois et voir un peu où on en est. C'est parti, introduction. Le salariat traditionnel ne fait plus rêver tout le monde. Bah ça, c'est absolument certain. Quand je vois mes proches parisiens qui sont en CDD ou en CDI et qui sont un peu dégoûtés, enfin en tout cas ce qu'ils me racontent, moi ça me semble un peu dégoûtant. Et ouais, ils ont l'air de travailler beaucoup, de se faire écraser par une sorte de hiérarchie un peu pesante, que en plus tu peux pas vraiment quitter parce que quand tu es en CDD, CDI, les gens, les supérieurs qui te saoulent, tu te les cognes jusqu'à ce que tu deviennes toi-même supérieur ou quoi que ce soit. Tandis que nous, en fait, en tant que freelancer, quand on a des gens un peu chiants autour de nous, un écosystème un peu pénible, on serre un peu les fesses et puis on sait que le mois prochain on sera ailleurs et donc c'est cool. Voilà. Donc le salariat traditionnel ne fait plus rêver tout le monde. En effet, il touche particulièrement les freelances exerçant les métiers de la tech. Oui, donc c'est bien ce que je pensais quand même. Libre, autonome, créatif, ça on peut l'être parce que la demande est très très forte. Je pense pas qu'on serait aussi libre, autonome et créatif si il y avait très peu de taf pour nous et si voilà, on n'avait pas le pouvoir de notre côté. Donc oui, en effet, c'est quelque chose qui s'applique pas mal à nous. Je sais pas si c'est pareil par exemple pour des freelances graphistes ou quoi que ce soit. Là, comme il y a beaucoup plus de graphistes que d'offres, on va dire, c'est un peu plus galère. Qu'entend-on par freelance? Les freelances n'ont pas de fonds de commerce. Oui. D'actifs immobilisés. Oui. Ou de licences permettant d'exister une... Oui, bon ça on est d'accord. Combien sont-ils en France? Ah, voyons voir. 930 000 freelancers. Bah dis donc, je penserais qu'on serait un peu plus. Un petit pourcent de la population qui est freelancer en France. Très bien. Bon alors, cette étude se base sur un sondage qui a été mené auprès de 1756 participants qui ont répondu à 42 questions. Tiens, 42 questions. Bien sûr, on n'aurait pas pu faire une de plus ou une de moins. Non, il fallait que ça tombe sur 42. Je vois où vous voulez en venir là. Répartition des répondants selon le métier. Alors, un quart de développeurs, un autre quart de graphiste ou de designer, et après d'autres trucs. Qui sont les freelances français? Des freelances ont déjà été salariés d'au moins une entreprise. Peut-être, oui, ce n'est pas mon cas. Je dois faire partie des 11% qui ont décidé dès la sortie de l'école qu'on serait freelance. Moi, je voulais être libre comme le vent, pas avoir de boss, pas avoir de contraintes et puis pouvoir bouger assez souvent. Donc c'est pour ça que ça se prêtait bien à mon mode de vie. Je voulais surtout pouvoir me mettre en vacances quand je voulais en fait. Si j'avais une tournée qui démarrait avec mon groupe, je voulais pouvoir partir. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi ça dès le départ. Et merci. Rien que pour ça, je remercie la musique d'avoir été mon ami fidèle aussi longtemps parce que ça m'a permis de faire ce choix que j'aurais peut-être pas fait si j'avais eu moins d'impératifs sur mes emplois du temps. Je me serais peut-être rapproché d'une vie plus simple en CDD ou en CDI. Donc merci à la musique car depuis je vis ma meilleure vie. Ça fait à peu près 8 ans maintenant que je fais ça. 47 sont souvent de longues études derrière eux puisque 47% des freelances disposent d'un bac plus 5. Alors oui, ça c'est mon cas en effet. J'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai eu en 5 ans. 2 ans de prépa, maths sup, maths spé, et puis après 3 ans d'école d'ingé. Je me demande toujours à quoi ça m'a servi cette histoire. J'ai jamais eu à montrer mon diplôme à qui que ce soit. Mais bon, il paraît que je suis ingénieur, donc c'est stylé. Alors, 46% sont des femmes. Très bien, super. Alors j'aimerais bien savoir combien de ces femmes sont développeurs. Parce que, hélas, on est toujours très très peu représentés en termes de femmes dans le développement. Ce qui est très dommage. Étant donné la place des métiers de la tech culturellement moins féminins, il y avait au début un peu plus d'hommes que de femmes parmi les freelances. Ok. Avec la diversification des métiers et la banalisation du freelancing, on a une définition croissante des freelances. En 2019, 46% des répondants sont des femmes, 54% sont des hommes. C'est pas mal, c'est bien. 80% travaillent à temps plein. Âge moyen des freelances, 34 ans. Ok.
C'est pas du tout mon âge. Ouais, en fait, j'ai du coup l'impression que c'est quand même des gens qui ont un peu roulé leur boss justement dans une entreprise, là, pouf, d'où ce chiffre, là, les 89%, et qui autour des 30 ans font leur petite crise de la trentaine, ce que je comprends tout à fait, hein, c'est très important de faire cette crise-là, ça permet d'un peu ouvrir les yeux sur le monde, et se disent, putain, mais il y a peut-être mieux à faire, et donc je vais être freelance. Donc c'est peut-être un peu pour ça que ce chiffre est un peu plus haut que ce que je pensais ici. 34 ans, ça me semble vieux, mais en fait tout à fait cohérent à l'échelle d'une vie de travailleur. Les freelances forment des bassins d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Les outils de freelance et les métiers qu'ils exercent rendent possible le télétravail, oui, mais attention, justement, j'essaie de mettre en garde les charlatans du web qui vous disent ouais, vous allez vous retrouver à coder à Bali, tranquillos, etc. Je le répète très souvent que c'est vraiment pas si évident que ça, et d'ailleurs je pense qu'on le retrouve un petit peu avec les chiffres qui sont ici même, c'est-à-dire que 73% des gens, même s'ils peuvent travailler un peu d'où ils veulent dans le monde, soi-disant, hein, ce qu'on nous vend à la télé, eh bien en fait 73% restent quand même en ville, hein, et en fait on est peu pas en ville et peu à la campagne, et encore moins dans le reste du monde comme on aimerait nous le faire croire. Les freelances se concernent majoritairement dans les grandes villes et de plus en plus en Île-de-France. Ces dernières se déplacent fréquemment pour discuter avec leurs clients et entretenir le réseau. Ça oui. Je vous avoue, j'ai commencé freelance à Bordeaux et je me déplaçais pas mal à Paris pour faire des petits meetings. Moi je trouve ça cool, ça me permettait de voyager un petit peu, c'était bien. Maintenant je suis à Paris, c'est quand même plus simple en effet, mais pas indispensable non plus je pense. Surtout ce qui est pas mal, c'est que les employeurs se forment petit à petit à ce que c'est que les freelances, ils commencent à comprendre un peu l'idée, donc petit à petit ils acceptent le télétravail, petit à petit ils acceptent beaucoup de choses qui font qu'en fait peut-être qu'à terme ça sera peut-être plus évident pour tous les freelances de travailler depuis des zones périurbaines ou même depuis la campagne. Mais pour le moment, on est encore en train, si vous voulez, de creuser le sillon pour les futures générations de freelance à venir. J'espère que vous vous en souviendrez à ce moment-là et que vous nous remercierez comme il se doit en nous payant par exemple des retraites pour freelance ou je ne sais quoi. Ce sur quoi je pense que je peux bien entendu m'asseoir. Regardez ma retraite de freelance. Elle est là. Vous la voyez? Non, vous la voyez pas. Mais c'est pas... Oh bah, attendez. Là, vous la voyez? Voilà. Ah! Oh, elle est confortable cette retraite de freelance. Ouh! Ok. Bon, ça on s'en fout. Alors attends, on est combien? On est 44. Elle est toute pétée cette carte de France là. On est 44% à Paris, bien entendu, dans le centre de Loire, blablabla. 13% à Bordeaux, chez moi là-bas. Ça devient une région assez attrayante, je comprends. Bordeaux c'est vraiment super stylé. Toulouse c'est assez cool aussi. Ok. La question du statut. Le choix des statuts juridiques reste une question essentielle pour les freelances. Le statut pour lequel opte un travailleur freelance détermine en effet les cotisations dues et les droits associés. Alors, il y a 70% des gens qui sont en auto-entrepreneur, ce que je comprends tout à fait car ça reste le statut le plus stylé pour se lancer, pour commencer, pour essayer une activité. Et tant que vous explosez pas ce plafond qui est quand même à 70 000 boulettes aujourd'hui, ou 60 000, je sais plus, mais enfin c'est quand même très très bien. Si vous faites 60 000 la première année de freelance, vous êtes hyper stylé. Mais voilà, vous pouvez même d'ailleurs, moi je trouve que ça donne une sorte de contexte de vie un peu intéressant. C'est-à-dire que vous dites, allez, moi je travaille jusqu'à remplir mon plafond, et après tout ce qui est en plus, je le passe en voyage, à m'instruire, à profiter de plein de choses et tout. Ça pourrait être un modèle intéressant. Je l'ai fait d'ailleurs moi les premières années où j'étais capitonné à 32 000 euros. Je pouvais pas aller au-delà, donc en fait je travaillais 3-4 mois et après je faisais autre chose. Et je vais pas vous mentir, je commençais déjà à travailler un petit peu pour l'année suivante. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait pendant 3-4 ans. Ça m'allait très bien pour vivre, je vivais chez ma mère de toute façon, donc j'avais pas besoin de beaucoup d'argent. Et puis voilà, 32 000 euros quand tu vis chez ta mère ou même dans un petit appart à Bordeaux, ce que je faisais aussi, ça reste super bien. Donc voilà. Mais à partir du moment où je suis arrivé à Paris, là mes revenus ont quadruplé, cinqutuplé, j'en sais rien, ils en sont assez explosés. La demande était beaucoup plus forte. J'ai rencontré pas mal de gens hyper intéressants, donc je me suis mis à travailler beaucoup plus. Même si je travaillais que au 4/5e, j'ai éclaté le plafond du 32 000, j'ai éclaté celui de 60 000, donc du coup j'ai dû créer une petite structure pour pouvoir commencer à gagner un peu plus de Kamaz Money, et du coup j'ai dû me créer une petite SASU après avoir pas mal parlé avec une comptable très très cool. Big up à vous madame si vous voyez cette vidéo, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas je vous remercie de m'avoir reçu à ce rendez-vous, qui m'a bien éclairé sur ces questions de statut que je me posais pendant quand même 2-3 ans.
SASU, écoutez, on pourra faire une vidéo entière qui parle de ça si ça vous intéresse. Juste que moi je m'y retrouve bien, c'est chouette. Je paie un peu plus de charges que ce que paierait un auto-entrepreneur, mais d'un autre côté, je peux financer des voyages, je peux financer du matériel, je peux financer plein de choses. Je peux défrayer plein de choses en fait, ce qui fait que d'un autre côté, je m'y retrouve. La vie est un peu plus cool. Je paie pas la TVA sur pas mal de choses. Je peux payer une partie de mon appartement, c'est-à-dire ce bureau là, c'est payé par ma SASU parce que c'est mon endroit de travail. Tout ça, c'est assez intéressant. C'est un calcul à faire. Voilà, moi je suis SASU aujourd'hui et je suis très bien. Je fais partie de ces 15% qui font ça. Et c'est très cool. Après, Maison des artistes, bon, c'est pour les artistes bien entendu. EIERL, c'est normalement pas très optimisé aujourd'hui. Hein. Tous ceux qui sont en URL, on se demande un peu pourquoi ils sont dans ce statut, mais peut-être qu'ils ont leurs raisons propres. Et portage salarial, c'est ouais, j'ai jamais voulu faire ça. J'ai l'impression qu'on se fait complètement enfler avec ce truc. Mais c'est bien pour tous ceux qui ont justement ceux qui ont autour de 34 ans là, qui ont déjà commencé à cotiser pour leur retraite et tout et qui veulent continuer. Eux, c'est pas mal d'être en portage salarial. Moi, encore une fois, hein, je m'assois sur ma retraite. Je pense que j'en aurai pas, ou une tellement faible ou une tellement pourrie que je me dis que je vais essayer de fabriquer une sorte de capital tout au long de ma vie active. Je vais le faire solo plutôt que de compter sur voilà, sur ce que l'État normalement prévoit pour nous. C'est un point de vue, ça va, m'engueule pas, je fais ce que je veux. Hein. Bon, alors on continue. Pourquoi les freelances se lèvent-ils le matin? Parce qu'il y a de la bonne danette dans le frigo, bien entendu, et on se lève tous pour danette. On se lève tous pour danette. J'aimerais bien que la vie soit un énorme film américain, genre gospel et tout, où dès qu'il y a un truc qui te fait un peu rire, t'as tout le monde qui arrive comme ça, la chorale qui se lance, t'as le chapeau qui se lance dans les airs et tout. J'aimerais bien que ce soit comme ça, mais la vie est beaucoup plus terne que les films américains. Donc on s'assoit aussi sur la chorale américaine. Il commence à y avoir beaucoup de choses sous mes fesses là. Si à la fin de la vidéo je suis comme ça là, il ne faudra pas vous étonner de trop. On y retourne. Qu'est-ce que c'est leur principale motivation? 88% pour répondre à un besoin d'indépendance. Ouais, carrément, moi je veux trop être indépendant, mais oui, en vrai c'est totalement vrai. 80% pouvoir organiser librement son emploi du temps. Bah ça, pour moi c'est un peu la même chose que ce qu'il y a au-dessus. Pouvoir choisir leurs clients et leurs projets. Oui d'un côté, mais d'un autre côté, je vous avoue qu'en tant que dev, je prends un petit peu... Ah bah tiens, on vient d'accepter une mission sur Malte. Youhou! Merci beaucoup, j'aurais pas dû fermer ce truc, c'était la célébration. Pouvoir choisir leurs clients et leurs projets. Alors oui, d'un côté, c'est vrai qu'on choisit un peu plus, mais d'un autre côté, dès qu'il y a une mission qui match, qui paye bien, etc., en général, pas de raison de la refuser de trop, quoi. Tester l'entrepreneuriat, bon, mais ça fait un moment que c'est testé. Choisir leur lieu de travail. Oui, of course. Et gagner plus, bien entendu. Vous gagnez plus, à mon avis, quand vous êtes en freelance que quand vous ne l'êtes pas. Tout simplement parce que ça, c'est le dialogue que j'ai souvent avec beaucoup d'employeurs. Faisons simple. Pour une mission, une boîte peut carrément débloquer un budget assez conséquent. Ils se disent, bon voilà, là, on va embaucher un dev, ça va nous coûter masse thune, mais c'est ok quoi. On peut, pour cette mission, on a décroché un gros budget de la part de je sais pas quel conseil régional qui nous a filé des thunes, ou alors on a des gens qui ont investi dans le projet et tout, donc on peut se permettre. Donc ils peuvent débloquer masse thunes pour vous payer pendant cette mission. Par contre, l'idée de vous prendre une durée indéterminée à un salaire élevé, etc., c'est impensable pour eux. Ça coûte bien trop cher sur le long terme, c'est bien trop intimidant. Donc du coup, les salariés développeurs, et même les salariés de manière générale, touchent un peu moins parce qu'ils profitent un peu moins de cet effet de opération spéciale. Voilà. Après, bien entendu, il ne faut pas être dupe. Le freelance, il doit se trouver des nouvelles missions, ce qui peut prendre un certain nombre de temps. Pendant les vacances, il n'est pas payé, etc., etc. Donc tout ça vient au final se niveler un petit peu. Mais quand même, je pense que dans le fond, avec la même dose de travail investi, on gagne quand même bien mieux notre vie que les gens qui sont en CDD. On a la précarité, on a tout ça, bien entendu, mais on peut pas tout avoir, c'est une balance la vie, hein, encore une fois, n'oubliez pas. Ok, il y a encore quelques années, on avait du mal à imaginer que le freelancing puisse correspondre à un choix de carrière. Aujourd'hui, plus que jamais, être freelance est un choix. Bah ouais, c'est un choix, bien entendu. Ce que les sociologues appellent l'agentivité, c'est-à-dire la capacité à agir sur sa vie, par opposition à ce qu'impose la structure et le principal avantage ressenti par les freelances. Bah oui, en effet, c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir le contrôle. Et c'est vraiment excellent. C'est quoi? On a que 5 semaines de vacances? Non, pas nous. Nous, on a autant qu'on veut. Si vous voulez vous foutre en vacances les 6 mois prochains de l'année et que vous avez mis suffisamment de côté, faites-le.
Rien que ça devrait être un argument qui devrait forcer à mettre en freelance toutes les personnes qui peuvent le faire. Tout le monde ne peut pas faire freelance, hein. Il y a des métiers qui ne s'y prêtent pas du tout, encore une fois, et dans ce cas, pour eux, je suis bien triste, enfin je compatis, quoi. Mais pour tous ceux qui pourraient être freelance et qui ne le sont pas, là moi je ne vous comprends pas, mes amis. Freelance pour longtemps, 80% voient le freelancing comme une situation à long terme, oui, comme une situation de vie en fait, tout simplement. 88% ne souhaitent pas devenir salarié à temps plein dans une entreprise. Ils étaient en train de... Bah moi, je ne l'ai jamais souhaité, je pense que je ne le souhaiterai jamais. 1 sur 2 gagne même plus qu'étant salarié. Oui, c'est ce que je pense. Oui, encore une fois, hein, ce que je raconte se rapporte beaucoup aux métiers que je connais, c'est-à-dire les métiers de tech. Après, pour tout ce qui est autres métiers, genre freelance, graphiste, quoi que ce soit, j'en sais rien. Là, je sais pas du tout. D'ailleurs, si vous êtes autre chose qu'un freelance tech, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour apporter un autre son de cloche éventuel à ce que je raconte ici. 50% des freelances travaillent pour des grands groupes et des startups. Oui, c'est actuellement mon cas, hein. En général, je travaille pour des startups. 36% des freelances choisissent de ne travailler que pour des PME et des startups. Bon, ça, je ne sais pas. En vrai, oui. En vrai, mon choix se passe un petit peu comme ça, sans que je ne l'ai vraiment formalisé de la sorte. C'est-à-dire qu'en fait, les grands groupes, ils se trouvent souvent dans les banlieues parisiennes, là. En fait, dans les périphéries de Paris, où il faut absolument prendre la bagnole, ou un transport en commun pendant 1 heure, ou bien, une moto, ou un scooter, quoi que ce soit. Moi, mon moyen de transport, c'est le vélo. Donc, tout ce qui est à plus d'une demi-heure en vélo de chez moi, je dis non. Donc du coup, ça me rapproche du centre de Paris et du coup, ça ne m'amène que vers effectivement des startups et ce genre de choses. Les grands groupes sont pas trop dans le centre de Paris. Mais si à un moment je tombe sur un grand groupe dans le centre de Paris, comme j'ai pu le faire avec Criteo, bah là, je vois pas du tout pourquoi je dirais non. J'y vais et puis voilà, tout va bien. La vie A. On va venir un peu maintenant sur le côté un peu sombre du tableau, j'ai l'impression, parce qu'on a vu que le freelance c'était cool, ça gagne plein de thunes, c'est assez libre comme le vent. C'est bien, la vie est belle et tout, mais voyons voir la contrepartie. Le choix de l'autonomie et ses contreparties. On se retrouve notamment seul face à des tâches qui, dans le cadre d'une entreprise classique, sont normalement prises en charge. Trouver des clients, administration, mutuelle, comité d'entreprise. Être freelance, c'est quelque part ne compter que sur soi-même et ses compétences, car on se retrouve seul, responsable de son activité et donc de sa réussite. Alors, ne compter que sur soi-même, je dirais que non, en fait. Justement, être en freelance, l'intérêt, c'est d'avoir... tu dois trouver des missions, et pour trouver des missions, qu'est-ce que tu fais? Soit tu vas sur des plateformes comme Malte, que je salue d'ailleurs au passage parce que je trouve quand même pas mal de missions de par leur biais et c'est génial. Mais sinon, énormément de choses se font via votre réseau. Et le réseau, c'est quoi? C'est d'autres freelances avec qui vous vous êtes noué d'amitié. C'est des gens avec qui vous avez travaillé par le passé, qui se souviennent de vous un moment et qui disent « Ah, oui, j'ai besoin d'un freelance à ce moment-là, et je me souviens que Ben est freelance, je vais lui proposer une mission. » Donc, c'est pas que sur soi-même quand même, c'est aussi sur les autres. C'est important de se faire des potes quoi, dans ce milieu-là. Et je dis pas qu'il faut vous faire des potes par intérêt, mais c'est bien voilà, d'aller à des events, d'aller à des conventions. Il y en a souvent avec Comet, il y en a souvent avec Malte, quoi que ce soit. Ils organisent souvent justement des trucs dans leurs locaux où vous pouvez rencontrer d'autres freelances, vous pouvez rencontrer des investisseurs, des trucs comme ça et tout. Donc c'est très intéressant d'y aller, je ne saurais que trop vous conseiller de le faire. Vous pourrez peut-être m'y croiser d'ailleurs une de ces fois-là, en train de manger un bon bout de pizza, car il y a souvent des bonnes pizzas en fin de meeting. Alors, trouver des clients. Nous avons demandé aux freelances les difficultés qu'ils ressentaient. Trouver des clients, 65%. En effet, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'il y a de plus compliqué chez un freelance. La fluctuation de leurs revenus. Les revenus fluctuants qui font le lot des freelances nécessitent une grande planification financière car nos institutions logement banque fonctionnent avec des revenus fixes. Alors ça, c'est vrai que c'est l'immense plaie du freelance. C'est vraiment pénible. C'est que les banques, elles sont méga à l'ancienne. Pareil, les propriétaires à qui vous voulez louer leur maison, etc., ils vous font chier quand vous gagnez pas, quand vous n'êtes pas en CDI. Vous gagnez 10 fois plus qu'un gars qui est en CDI, mais juste vous n'avez pas le statut de CDI man. Du coup, on vous emmerde. Les banques vous prennent pas d'argent. Les freelances ne sont pas les bienvenus dans les locations. C'est chiant. Ça, je vous l'accorde amplement. Après, vous pouvez aller voir du côté de WeMind. C'est une sorte de contrat d'assurance, prévoyance, mutuelle, assurance santé, et puis aussi qui ont un pack qui permet de se porter garant de vos établissements, qui se porter garant pour vos appartements, qui peuvent aussi se porter garant pour vos prêts bancaires, etc. Donc allez voir de ce côté-là, il y a des choses qui sont en train de se développer quand même pour les freelances, qui viennent un petit peu casser le vieux monde de la banque qui fait un peu chier quand même. Après, de toute façon, normalement, vous gagnez suffisamment de thunes, vous pourrez vous acheter votre maison cash sans problème. Non, en vrai, c'est ce que j'essaie secrètement de faire, mais c'est quand même un peu galère.
On arrive à mettre des sous de côté, mais de là à mettre une maison de côté, c'est un peu chaud quand même. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Pour l'instant, la maison, je m'assois dessus aussi. Ah, j'ai encore augmenté, fait chier. L'absence de certains avantages, et bien que de nouveaux services se développent pour offrir aux freelances certains avantages, nouvelle assurance pour les indépendants, nouvelle banque, Sésame, etc. Oui, bah c'est exactement ce dont je vous parlais à l'instant. Les freelances n'ont pas tous les avantages des salariés, mutuelles, CE, etc. Eh bien si, justement avec WeMind, bon ça coûte une centaine d'euros par mois, mais ça rentre dans le fonctionnement de votre entreprise, on va dire. Et du coup, vous avez une mutuelle, vous avez une CE, vous avez des bons avantages, et ça devient très très sympathique. Donc, je dirais que ceci est un non-problème. Les difficultés d'accès au logement, alors ça c'est insupportablement vrai, c'est pénible. La solitude au travail, sans collègues au quotidien, la vie sociale et le soutien affectif peuvent faire défaut. C'est pourquoi de nombreux freelances se réunissent en collectif et valorisent le networking. Par exemple, autour des aftermalt, exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure, justement, ce sont des petits meetings qui font beaucoup de bien au cœur parce que ça permet un peu justement de voir d'autres collègues, voir que vous n'êtes pas tout seul dans la même galère, voir qu'il y a des gens qui ont les mêmes problèmes que vous ou alors qui s'épanouissent tout autant que vous dans leur vie. C'est toujours cool de trouver des gens qui partagent la même vie que vous et c'est super à ce genre d'événement. Je vous conseille vraiment d'y aller, c'est très bien. Et la solitude du travail, non. Si vous arrivez à mixer justement un mix entre télétravail chez vous et travail après dans l'entreprise qui vous embauche, ça permet de rencontrer à chaque fois de nouvelles personnes, lier de nouveaux liens avec des gens et tout, c'est très très cool. Et non, moi je me sens pas du tout seul dans le travail. J'ai pas ce souci-là. À quoi ressemble le quotidien des freelances là, vous allez être vraiment impressionné d'à quoi ça ressemble, je pense. Une vie tout à fait normale au final, 36 heures par semaine en moyenne, je dirais que oui, entre 30 et 40 même je dirais. Le freelance et son propre commercial, ça on a déjà abordé tout ça. Accorde 2 jours par mois à la prospection. Je dirais que oui, non, parce qu'en vrai quand vous êtes dans une mission, vous pouvez très bien prendre 10 minutes par jour pour checker ce qui se passe un petit peu sur Twitter, sur LinkedIn, etc., sur Malte. Et vous préparez la suite pendant votre mission actuelle, donc il n'y a pas vraiment 2 jours qui sont alloués à ça, c'est 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, donc oui, peut-être que ça fait 2 jours au final, mais j'en doute quand même un petit peu. Bon, après, oui, c'est peut-être le cas pour ceux qui sont pas dans la tech, quoi. Encore une fois, nous, on a peut-être 2 à 3 propositions par semaine, il n'y a plus qu'à trier, quoi, donc effectivement, on prospecte peut-être un peu moins. La mobilité comme philosophie, souvent dans les annonces, il y a marqué « Oui, il faudra être en présentiel et tout ». Je dis pas grand chose, j'y vais, et puis au bout d'une semaine, je dis bon, allez, maintenant que vous avez vu que la mission est bien lancée, qu'on s'entend bien, vous avez vu que je suis pas un Jean foutre, maintenant que j'ai plus trop d'intérêt à venir travailler chez vous, je vais rester 2-3 jours par semaine chez moi et je viens 2 jours chez vous pour qu'on puisse faire des points, avancer, etc. Et puis le reste du temps, on est sur Slack et puis on avance comme ça, et ça suffit amplement. Et en général, même s'ils étaient un peu froids à la base sur ce genre de concept, si je l'avais essayé de l'amener avant même d'y aller, ils auraient peut-être fait la tronche. Mais là, maintenant, quand le truc est lancé et tout, j'ai jamais eu un refus là-dessus. En gros, ça se passe toujours très bien, ils sont toujours d'accord, sans problème. Combinaison entre chez eux et chez les clients. Franchement, regardez, moi, mon bureau, comment il est assez cool. Moi, je suis trop bien ici, je suis hyper bien équipé. Oui, voilà, j'ai fait mon petit cocon dans ce bureau. Il est pas grand, il fait 4 ou 5 mètres carrés, pas plus, mais j'y suis super bien. Et ça a l'avantage d'être calme, reposant, je peux écouter la musique sur les enceintes et tout, donc c'est vraiment cool. Mais je suis aussi très content parfois de prendre mon vélo et d'aller chez le client pour retrouver des collègues, manger avec eux. Et puis voilà, ça change, c'est bien. 43% disent travailler tous les week-ends, 52% des freelances disent s'être imposé au moins une semaine de déconnexion totale en 2018. Ah bah oui, alors... Moi, je travaille pas les week-ends. Au contraire, j'ai même plutôt tendance à travailler 4 jours par semaine. Parce que j'adore avoir des week-ends de 3 jours. Surtout que le vendredi, du coup, je peux faire exactement ce que je veux. Je peux faire des vidéos, je peux faire plein de choses et ça m'épanouit énormément. Et alors, des semaines de déconnexion en 2018, je sais pas combien j'en ai pris, mais ce n'était pas qu'une seule. J'ai dû prendre peut-être 2-3 mois de vacances en tout. Donc, la vie est belle. Comment les freelances se voient-ils ? Je prends mon appareil photo, là, comme ça, je l'amène ici, là, et je fais comme ça, je fais... Ah. Non, comment se voit-il ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Qu'est-ce qu'on nous demande, là ? Si le sujet... Alors, attends. Peu pris en considération. 85% des freelances ne se sentent pas bien pris en considération dans le débat politique et économique. Ils étaient 97 en 2017, nous pouvons donc saluer un certain progrès. Moi, je pense qu'on parle quand même suffisamment de nous. Alors peut-être c'est parce que je suis aussi abonné à toutes les actus sur les freelances,
sur Twitter, etc. Donc du coup j'ai l'impression qu'on ne parle même que de nous. Non, je m'en fous, je trouve que la situation est déjà très bien pour nous, donc ça m'est égal de pas trop faire partie du bilan, du débat public. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup plus besoin que nous de faire partie du débat public, des choses beaucoup plus dures, des gens qui ont des vues beaucoup plus graves que nous. Donc non, moi ça m'est un peu égal ce truc. Je me considère comme un immense nanti avec une chance extrêmement incroyable. Donc ils ne sont que 42% à se sentir respectés par leurs clients. Bah, ça c'est bien dommage. Moi ça va, je dois faire partie de ces 42%. Seuls 7% pensent que les freelances ont une bonne image en France. Bah je sais pas. Moi j'ai l'impression que oui, on a une bonne image, mais je dois faire partie des 7%, et extrêmement satisfait de l'expérience, on va dire. Je suis en avant, mais encore une fois, genre, on a tellement d'avantages avec ce métier, enfin, c'est tellement cool. Enfin, oui et non. Là, peut-être que justement, je réfléchis trop en regardant mon nombril, et j'oublie un peu ceux qui ont une vie de freelance différente de la mienne, à savoir qui n'ont pas des tarifs journaliers aussi importants que ceux des développeurs tech. Et pour eux, effectivement, c'est peut-être très compliqué d'être freelance, et c'est peut-être pas encore le statut idéal. Donc, effectivement, pour ces gens-là, peut-être que ce sont des sujets qui sont importants. Sinon, pour moi, je vous assure, l'assurance chômage, j'en ai rien à foutre. L'accès au logement, j'en ai rien à foutre aussi, même si je trouve ça chiant. Il existe quand même des solutions pour s'en sortir. Et la retraite, rien à foutre aussi. Ça fait longtemps que j'y compte plus à ce truc-là. Donc tout ça, ça m'est égal. Conclusion, freelance a une durée déterminée. Mais en fait, ça, c'est des chiffres qu'on a déjà lus, en fait, donc je vais pas les refaire. Hein. Ah, petite chronologie de Malte, voyons voir ça. 2013, ça a été créé il y a longtemps. Moi, je suis arrivé il y a que 2 ans, je connaissais même pas avant. Lancement en Espagne en 2017, 70 000 freelances. Malte fête ses 5 ans en septembre 2018. Création de Sésame. Je sais pas ce que c'est que Sésame, je vais aller voir, tiens. 100 000 personnes de freelance inscrits, bravo. Joli milestone. Lancement en Allemagne, to be continued. Et je serai avec vous, Malte. Je vais continuer avec vous un petit bout de chemin, je pense. Je m'arrêterai peut-être par là. Mais en attendant, je reste dans le coin. Bon, j'aimerais juste revenir sur un petit truc qui n'a pas été forcément très évoqué dans l'histoire. Enfin, si, on l'a peut-être évoqué. Mais en gros, c'est sur ce fait de travailler en tant que digital nomade. Digital nomade, c'est les gens, justement, qui vont vouloir être freelance pour pouvoir faire le tour du monde et travailler d'un peu où ils veulent. Personnellement, c'est mon objectif suprême. C'est le truc que j'aimerais énormément faire. Seulement, c'est quand même sacrément délicat parce qu'il faut avoir on va dire un portefeuille de clients qui vous font confiance et avec qui vous avez des missions régulières assez fréquentes, etc. pour pouvoir être alimenté un peu tout au long de l'année pendant que vous faites votre petit tour du monde. Et ça, c'est quand même pas évident. Moi, un client fidèle comme ça, avec qui je travaille tout le temps depuis toujours, j'en ai un seul. Après, les autres clients que j'ai, ce sont des clients que je vais voir à Paris. C'est des missions que j'ai avec eux, c'est des trucs comme ça, assez courts, assez en one-shot finalement, qui peuvent me rappeler, bien évidemment. Mais en tout cas, ils voudront quand même que je sois dans le coin, au cas où il y a un truc qui pêche ou quoi que ce soit. Peut-être qu'à terme, à force de travailler avec eux pendant 2-3 ans encore, la confiance va être telle que je pourrai travailler plus tard par la suite avec eux de là où je veux. Mais vous voyez, c'est une sorte d'héritage quand même. C'est un truc que vous construisez et qui se fait pas comme ça là du jour au lendemain. Moi, des digital nomades, des gens qui travaillent depuis l'autre bout de la planète, j'en connais quasiment pas. Voilà, méfiez-vous juste de ce cliché qui est un peu vendeur et très bien vendu, et j'avoue qu'il fait rêver. C'est faisable, mais toujours un peu difficile à réaliser. Voilà. C'était la petite note de nuance que je voulais apporter en cette fin d'émission. Voilà. À part ça, j'espère que ce petit bilan sur cette étude, là, cette petite review, cette petite réaction à chaud sur cette étude vous aura intéressé. Moi, je trouve ça cool de pouvoir me comparer avec le reste de mes collègues freelance français. Je suis assez content de tout ce que j'ai lu, des chiffres que j'ai lus. J'ai l'impression que tout va quand même plutôt bien et que les choses vont en s'améliorant. Donc c'est très bien. Et j'espère que vous allez nous rejoindre dans ce monde merveilleux qu'est celui du freelancing. J'espère vous en avoir donné un petit peu l'envie et j'espère que vous allez bien. À bientôt. Merci Malte pour cette étude. Je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une autre mission.